Cette vidéo spoil jusqu'aux événements du chapitre 331 de Black Clover, donc tu auras été prévenu et sur ce, bonne vidéo. La magie du temps possède bien des mystères, pouvant accélérer, ralentir et même faire revenir un mort à la vie à l'aide d'un artefact. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est temps de parler de la théorie qui pourrait bien changer toute notre lecture de Black Clover depuis le début. J'ai nommé la théorie de l'horloge. Et peut-être la théorie qui nous montrerait le plus grand pouvoir qu'on ait vu à l'intérieur de l'histoire de Yuki Tabata. Et même qui pourrait justifier une écriture parfois décriée de l'auteur avec bien trop de facilité. Cette théorie est à ce niveau-là. Pour commencer et bien comprendre toute cette théorie, il faut en revenir au tout début de l'arc Spade. Avec une Dark Triad qui a pris son temps pour commencer son plan, non pas pour laisser 6 mois d'entraînement à nos personnages favoris et transformer Asta en frigo, mais bien parce qu'il était question d'attendre le bon moment. Et là où tout va vraiment commencer, c'est lorsque les deux capitaines ont été kidnappés, Yami Sukehiro et bien sûr William Vengeance, ce sale gros traître, et que l'équipe de Clover est partie les secourir. Chacun des combats qui auront lieu à Spade seront des grands combats, et des combats qui, comme Nash te le pensait, pourraient mener à la mort de gens bien. Or, étrangement, tout s'est bien passé. Mais peut-être que quelque chose se cache derrière tout ça. Parce que si on y repense, la victoire s'est jouée à un fil, parfois à un cheveu près. Les personnages sont arrivés au bon moment, au bon endroit, pour arrêter les ennemis, ou pour parfois être soignés juste avant qu'ils périssent. Et parmi tous ces chapitres de combat qui se passent bien trop bien, Tabata nous montre un objet, un édifice, une horloge. Et à chaque fois avec le temps donné. Et c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi tu t'embêterais à noter l'heure à chaque fois qu'il se passe un truc? Pourquoi tu montrerais à chaque fois une horloge au fond de tes dessins? À quoi ça sert? Non, sérieux, vraiment, sinon pourquoi? Et la théorie vient donc de là. Si la plus grande révélation semble être qu'à la fin de l'arc, Julius est en réalité Lucius, le 4e des frères Zogratis. Et c'est incroyable encore une fois, je tiens encore une fois à le répéter parce que oui, c'était complètement fou. Peut-être que la révélation est bien plus grande et ne nous montrerait pas juste le prochain vilain, mais en réalité, le plus grand mastermind de cette histoire, celui qui tirait les ficelles depuis le début. Et comme Adramelk le dira en arrivant dans le bureau de Julius, tout s'est passé comme prévu et le titre du chapitre est « Et le temps reprend son cours ». Voyons ça en détail. L'invasion de Spade commence avec le chapitre 274, un chapitre où on voit l'horloge pour la toute première fois. Et déjà, retenez bien la symbolique qui est quand même assez forte, puisqu'on retrouve un Maurice qui est assis devant plein d'écrans, un Maurice qu'on pense être le véritable mastermind, celui qui a des plans de malade depuis le début de la série, et qui va regarder l'horloge avec un point d'interrogation. Bien sûr, ça peut être dû à sa conversation avec Zenon, ou peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est même juste un foreshadowing pour nous montrer qu'en réalité, nous nous trompons. Il se passe quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre est en train de tout prévoir, en train de tout regarder derrière des écrans et a peut-être la main mise sur tout ce qui va se passer et le temps. Il est donc 6h36 et quand l'invasion commence véritablement dans ce même chapitre, la première chose que tu vois de la résistance qui fonce vers le château de Spade, en gros plan, au milieu, c'est bien l'horloge qui se trouve devant. Avec étrangement 4 fois l'horloge dans le même chapitre et toujours à la même heure. Soit tout le monde a débloqué la vitesse de Sonic, soit il se passe quelque chose. Et dans ce même chapitre, le Majin va apparaître, ainsi que le début de l'arbre de Keyfost. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que 5 chapitres plus tard, alors que les combats ont commencé, les personnages ont commencé à bouger, et que l'arbre a carrément ouvert une première porte,
Alors, nous sommes encore à 6h36. Le chapitre 280, comme si quelque chose s'était passé. Oui, encore, c'est bizarre. Mais le plus étrange et ce qui montre peut-être que la théorie est vraie, c'est que Nasht se fait empaler lors du chapitre 284, exactement à 6h45. Nasht qui aurait probablement pu mourir. Étrangement, le chapitre qui viendra plus tard, le 289, donc 5 chapitres après, alors au lieu d'avancer dans le temps, il va reculer. On n'est plus à 6h45, mais on est à 6h36. Je me rends compte que j'ai l'air d'un fou, en fait, avec cette théorie, mais c'est pas grave. Avec, comme par hasard, un chapitre ultra important où le temps est revenu en arrière, puisque c'est le chapitre où Asta réussira à protéger tout Spade d'une attaque qui aurait pu juste littéralement détruire le pays, vu comment elle était puissante. Ou au moins détruire tout le château. Non, on va pas se mentir, il y a un soleil qui est tombé sur le truc, là. C'est gros quand même. C'est donc dans le chapitre 321 qu'on reverra l'horloge à 7h28 avec une mimosa qui dit galérer à soigner Asta dont la magie est insuffisante. Ok, donc Asta aurait pu probablement mourir. Et ensuite, dans le chapitre 322, encore 7h28, il y a Yami qui arrive pile à temps, encore une fois comme Asta qui sauvait Nasht, mais là, pour sauver Nasht, qui sauvait lui-même Asta. Oui, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et le chapitre où le temps reprend son cours, comme on le voit avec le titre, alors c'est le 331, avec la fin du combat, à 7h29. Le temps est donc en jeu. Des éléments clés se sont joués à rien du tout. Au fait que Nasht réussisse à attraper les démons jumeaux pour que Asta donne son coup final. Au fait que Mimosa réussisse à soigner Asta pile à temps ou soigner d'autres personnes pour qu'il puisse combattre Lucifero. Et c'est là la théorie. Ce serait que Lucius ou Astaroth, démon du temps, utilise justement sa magie pour affecter une grande zone et affecter carrément la timeline. Comme si il voyait dans plusieurs univers, un petit peu à la manière justement de Doctor Strange dans Avengers Endgame. Me dis pas que je t'ai spoil, ça fait des années, là t'abuses. Et qu'il reviendrait en arrière dans le temps pour à chaque fois sauver nos protagonistes, ou en tout cas les aider à affronter Lucifero. Avec plusieurs scénarios qui auraient eu lieu, des scénarios où Nasht serait déjà mort, ou Naruto si tu préfères, Yami serait mort plusieurs fois, Asta lui aussi serait mort plusieurs fois, Yuno aussi, pourquoi pas, et que à chaque fois, Lucius reviendrait dans le temps pour s'occuper de ça. Et pour tous ceux qui me disent, oui, mais revenir dans le temps, en fait, ça fait pas changer les événements. Si le mec est capable de revenir dans le temps, je pense qu'il est aussi capable même de ralentir une attaque ou d'accélérer un tout petit peu Asta pour qu'il arrive pile au bon moment en même temps. Enfin, franchement, à partir de ce moment-là, le personnage de Julius est juste ultra cheaté. Il aurait réussi à manipuler tout le monde, aurait sauvé tout le monde, dans le seul but qu'à la fin, ils arrivent à cette seule conclusion qui les permettait de battre Lucifero. Et justement, à Dragman de voler le cœur et de le passer à Lucius pour un plan encore secret. Cette première victoire dans cette bataille face aux démons ne se serait pas faite donc sans mort, mais peut-être avec bien plus de morts qu'on ne le pensait. Avec peut-être 10 morts de Nasht, 10 morts de Yami, 30 morts d'Asta. Allez, on va dire 50 morts de Mimosa. Allez, juste pour le plaisir. Ah, c'est pas mal ça. Et cette théorie serait du génie, faire passer d'un arc fairy tale-esque, ce mot n'existe pas, justement, où il n'y a pas d'enjeu, où les personnages ne meurt pas et où il n'y a pas de répercussions, à un arc où en fait tout était faux. En fait, une mascarade, un théâtre, une farce, tu vois, une prank. Que tous les événements d'un shonen classique soient en réalité manipulés. Ça explique certaines facilités scénaristiques comme la jambe d'Asta cassée ou Yuno qui ne pouvait plus téléporter personne et qui va quand même le faire. Même pourquoi Julius était choqué d'avoir atteint ses limites parce qu'en réalité la magie de temps était déjà activée quelque part. Et surtout ça redonne de l'honneur à Lucifero qui se serait fait juste piéger au même titre que les autres personnages. En plus, il semble l'avoir remarqué lors du chapitre 322. Oui. Et ça, je vais pas vous mentir, ça me fait rêver. Voir le personnage Lucius Zogratis à un tel niveau qu'il serait capable de rembobiner le temps et changer les événements. Un ennemi tellement insurmontable qu'il ferait la gloire de Black Clover. Parce que pour que Asta devienne le plus grand des empereurs mages, il lui faudrait défaire le plus grand des ennemis. Avec un antagoniste littéralement imbattable.
Un Julius qui, comme les personnes les plus puissantes de ce monde, comme la reine des sorcières, aurait vu le potentiel d'Asta et aurait tenté de le manipuler, mais cette fois en réussissant. Car lui est bien plus insidieux, lui est bien plus fort. Il les aurait manipulés sans même qu'ils s'en rendent compte, parce que celui qui contrôle le temps contrôle le monde. Bon, je vais pas vous mentir, il y a même une variante à cette théorie qui dirait que le grimoire de Julius étant à chaque fois ouvert depuis le début du manga, à chaque fois qu'on le voit, pourrait en réalité être activé sur ce sort de manipulation pour permettre justement à Asta, depuis le début du manga, d'atteindre son niveau, en l'aidant à chaque fois, justement, contre Mars où il a failli mourir, en arrêtant le temps, même dans une mission où d'ailleurs c'est lui qui a envoyé Asta et Yuno, justement le temps s'est arrêté pour que Belle rejoigne Yuno. C'est fou. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais c'est fou. Bref, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mon but, c'était vraiment de vous parler de cette théorie qui est vraiment folle et qui change à tout jamais Black Clover si elle est réelle. Et ça peut globalement augmenter le niveau de l'œuvre et même justifier beaucoup de choses bien trop faciles. Et ça rendrait l'écriture de Yuki Tabata très très forte. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Rejoignez la chaîne si vous voulez soutenir. Et la prochaine vidéo, normalement, sera justement la critique de l'arc en entier, globalement. Et j'ai des choses à dire. Ça va plaire, ça va pas plaire. Parce que bien sûr, il va y avoir aussi des critiques négatives. Mais je me dois de rester sincère. Parce qu'au final, on n'est pas des mythos ici. On est des escrocs. Faites attention. Notez la différence. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.